Donc c'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi de partager ce moment avec vous. Excusez-moi, je suis à Bruxelles aujourd'hui, mais donc c'est la magie du numérique, ça nous permet de faire ça, de faire tout ceci en live. D'animer donc un atelier sur le thème donc, des énergies et des infrastructures et des enjeux de l'exportation de notre savoir-faire national dans ces domaines-là. Alors, nous avons autour de la table un certain nombre de participants. Je vais peut-être en 2 minutes leur demander de se présenter. Donc, nous avons Gilles Parmentier d'Africa-Rennes. Gilles est là. Oui, bonjour. Donc Gilles Parmentier, moi je suis le fondateur d'Africa-Rennes, qui est un développeur et un investisseur dans les énergies renouvelables en Afrique subsaharienne. Voilà, donc on est principalement en Afrique de l'Ouest et nous ne faisons que de l'export. Voilà, nous avons une autre entreprise. Donc, on a 3 entreprises du secteur des énergies renouvelables et une du secteur des infrastructures. Donc, Alexandre Langolès de Caire. Peut-être Alexandre peut dire un mot. Oui, bonjour. Je suis Alexandre Langolès, le directeur financier de Caire, qui est un producteur d'énergie renouvelable. Nous sommes présents dans une quinzaine de pays dans le monde, sur 4 continents. Et nous sommes également présents en France. Donc nous faisons de l'export, mais pas que. Ensuite, nous avons Arnaud Moureau d'Innovent. Arnaud est là. Oui, bonjour. Oui, je suis là. Alors moi, je suis en ligne. Je ne suis pas présent avec mes compères à Paris. Donc Arnaud Moureau de la société Innovent. Donc pareil, on développe des énergies renouvelables en France et en Afrique. Et enfin, nous avons Philippe Matière, que je n'ai pas eu l'occasion de croiser, mais qui, lui, va nous dire ce qu'il fait, qui est un concepteur et constructeur d'ouvrages d'art et qui travaille lui aussi beaucoup à l'export. Bonjour, Philippe Matière, je dirige une société qui s'appelle Matière, basée à Aurillac dans le Cantal. Nous fabriquons des structures métalliques lourdes, essentiellement des ponts, et depuis peu nous sommes diversifiés vers les structures flottantes pour éoliennes offshore flottantes, avec un premier contrat sur la Méditerranée au large de Gruissan. Voilà, donc nous avons un panel représentatif de l'export de la présence française d'un certain nombre d'entreprises qui cherchent à s'implanter, à répondre à des procédures, à des appels d'offres ou pas, justement, pour essayer de faire bénéficier ces pays plutôt en voie de développement d'un certain savoir-faire de notre pays. Alors, la première question que je souhaiterais poser à tous, c'est quelles sont les difficultés. Puis nous n'avons pas beaucoup de temps. Dans un deuxième temps, on essaiera de voir un certain nombre de pistes d'amélioration et de solutions. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Je sais qu'on en a, en préparant, cité un certain nombre. Et que ce que vous aimeriez vouloir changer. Et dans un deuxième temps, on essaiera de dresser quelques pistes d'avenir, justement, pour faciliter cette exportation du savoir-faire français. La première chose, c'est dans quel cadre, en général, intervenez-vous et qu'est-ce qui est un obstacle? On a cité divers sujets, donc je vous laisse peut-être les redire. On peut peut-être refaire un petit tour de table dans le même ordre. D'abord, donc les développeurs d'énergie renouvelable, peut-être Africa-Rennes, Caire Innovent, et puis Monsieur Matière. Voilà. Allez-y. Oui. Les difficultés que vous rencontrez. Alors, sur le cas dans lequel on intervient sur le secteur énergétique, en réalité, il est en pleine mutation, en pleine évolution sur l'ensemble. Alors, donc plutôt des pays en développement. Je vais parler de ce que je connais, l'Afrique, mais Alexandre pourra parler également de l'Asie. En réalité, on est en train de passer d'un monde où c'était quasi uniquement du gré à gré vers des marchés plus structurés. Alors là-dedans, évidemment, il y a toute une gamme de sophistication. Il y a encore un certain nombre de pays qui font du gré à gré, d'autres qui font des appels à projets, d'autres des véritables appels d'offres, certains organisés par des institutions de développement comme la Banque mondiale. Et donc, effectivement, il y a toute une palette dans ces pays-là de projets.
Et donc, et ça, c'est également permis par les énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, l'industrie du solaire a beaucoup mûri. Et aujourd'hui, les pays sont capables de se comparer entre eux en fonction du tarif. Et donc, ça devient relativement facile de faire des appels d'offres pour des centrales solaires. En tout cas, c'est facile en apparence de faire des appels d'offres pour des centrales solaires en essayant d'avoir une espèce d'uniformité des tarifs. Dans la réalité, c'est bien différent et l'écueil auquel on se confronte sur ce marché de l'énergie renouvelable, c'est des comparaisons rapides avec des pays, des situations qui n'ont rien à voir, que ce soit en termes d'irradiation, en termes d'état du réseau, en termes de risque, que ce soit risque terroriste, par exemple pour l'Afrique, risque monétaire, voilà. Et donc, au final, cette maturation, cette sophistication du marché vers des appels d'offres ne se fait pas sans mal, parce que à vouloir bien faire, au final, on finit par comparer des situations qui sont pas du tout les mêmes, pas du tout comparables. D'accord. C'est-à-dire que le gré à gré fait qu'on standardise un peu des situations qui sont différentes. D'un autre côté, on ne peut pas non plus plaider uniquement pour le gré à gré. Ça, mais par contre, peut-être le prix au détriment de la qualité ou d'autres facteurs, quoi. Voire même parfois au détriment de la faisabilité, puisqu'on a vu dans certains pays d'Afrique parfois des prix tellement bas que les projets ont beaucoup de mal à sortir par la suite. Après moi, déjà, merci beaucoup Gilles d'avoir introduit les différents points. Je pense que dans les problèmes auxquels on peut être confronté aujourd'hui, il y a une demande réelle pour les énergies renouvelables, mais il y a aussi parfois des changements, parce que comme l'a dit Gilles, c'est un monde qui est en pleine mutation, et donc il y a des changements un peu perpétuels qui parfois peuvent mettre à risque les développements. Des changements politiques. Je prends un exemple, nous quand on est arrivé en Pologne en 2015, c'était juste avant l'arrivée du PiS au pouvoir en Pologne. Comme beaucoup de partis dans la même mouvance, c'est un parti qui était assez opposé au développement de l'éolien terrestre. Et ça lui a pris 2 ans et demi avant de se raviser et de pousser un peu de nouveaux appels d'offres. Donc ça fait 2-3 ans pendant lesquels notre équipe était un peu désœuvrée. Mais c'est comme ça qu'on s'est mis au solaire, qui aujourd'hui est un de nos principaux moteurs de croissance en Pologne. Et c'est des choses qu'on voit souvent dans les autres pays. Je pense que dans les autres problèmes, alors comme l'a dit Gilles, effectivement, il y a à la fois transmission du savoir-faire à l'échelle internationale dans de nombreux pays. Donc, de plus en plus, les pays sont formés pour promouvoir le solaire, pour accueillir et vraiment développer leur propre capacité d'énergie renouvelable. Mais de l'autre côté... On ne va pas le regretter. Non, on ne va pas le regretter. C'est plutôt bénéfique, ça. Ouais. C'est plutôt bénéfique. D'accord. Mais le fait de vouloir faire, effectivement, de commencer par des appels d'offres très compétitifs dès le début, fait qu'on oublie que c'est aussi un nouveau secteur qui a besoin de maturer un peu. Et donc, ce que disait Gilles, c'est parfois commencer par des premiers projets en gré à gré. Ça permet à des développeurs indépendants, souvent qui sont prêts à prendre du risque, de passer beaucoup de temps avec les États pour un peu écrire les règles et les mettre un peu au standard, car chaque pays est différent, donc vouloir transposer les règles d'un pays à l'autre, c'est compliqué et ça peut amener des difficultés qui, encore une fois, remettent en cause la faisabilité des projets. Donc essayer d'aider les pays à adapter des règles qui leur soient spécifiques, c'est ça? Et ça, il y aura peut-être un soutien de la puissance publique à apporter pour justement les aider à drafter des appels d'offres qui ne soient pas uniquement sur le prix et qui soient un peu plus qualitatifs. Je ne sais pas, est-ce que Philippe Matière ou Alexandre, vous avez réaction? Moi, je suis assez d'accord avec mes 2 collègues déjà sur le fait qu'il faut, dans un premier temps, je pense, quand même des projets de gré à gré pour construire dans les autres pays, parce que partir sur des projets d'appel d'offres qui, en plus, en général, les projets d'appel d'offres, c'est plutôt pour des projets de plus grosse capacité. Il y a des pays qui peuvent, de toute façon, ne pas les accueillir avec leur capacité au niveau du réseau, qui n'est, dans certains pays, pas assez bonne pour accueillir des projets de 200 MW ou même de 20 MW. Et donc, il est important quand même de commencer par construire avec des petits projets peut-être au départ. Et effectivement, il y a des pays où
où c'est déjà un peu plus mature et on pourrait accueillir des projets de plus grosse capacité et plus facilement avec des appels d'offres pour créer une compétitivité aussi au niveau du prix, etc. Mais c'est pas faisable partout aujourd'hui. Mais est-ce que c'est plutôt justement des off-takers? Est-ce que c'est des appels d'offres publics ou est-ce que vous voyez arriver une demande suffisante pour avoir des off-takers privés? Je pense qu'on voit arriver une certaine demande de la part des acteurs privés, puisque comme on le sait, en Afrique, l'énergie est une commodité rare, très précieuse. Donc certains opérateurs qui ont besoin d'assurer leur sécurité énergétique sont de plus en plus intéressés à l'idée de pouvoir aussi verdir un peu, parce qu'aujourd'hui, ils s'appuient beaucoup sur du thermique. Donc on voit naître très clairement cette demande. Elle bouillonne un peu depuis quelques années, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en 2021, les acteurs sont prêts. Ils se sont formés et aujourd'hui, ils sont vraiment prêts à passer la seconde. Est-ce que ça sera un volume suffisant? Je ne sais pas tout de suite. Oui, là-dessus, Gabriel, d'un point de vue macro, les besoins en infrastructure, mais Philippe Mathière me complétera, et en énergie sont très importants et en croissance. Ce sont des pays, ces pays en développement, sont des pays en croissance économique, en croissance démographique, avec des besoins d'accès à l'énergie, que ce soit pour les populations en ville, des villes qui s'étendent, des villes qui changent complètement. Dans les zones rurales, on parle beaucoup des défis d'accès à l'électricité. On a encore des taux d'accès à l'énergie qui sont extrêmement faibles au niveau, moyen, parce que les villes sont électrifiées, mais pas les campagnes. Et ça, c'est également vrai au niveau des acteurs privés qui ont besoin de plus d'énergie. Ils ont besoin de verdir cette énergie et ils ont besoin également de plus d'énergie. Et je pense que c'est vrai aussi pour l'ensemble des infrastructures, les ponts notamment, enfin tout ce qui est grosse infrastructure. Je crois que c'est le cas aussi. On est sur des marchés en croissance forte. Alors, madame, moi, ce que je peux vous dire à propos de ce sujet, c'est que moi, je vais intervenir sur le domaine des infrastructures qui vont supporter des mâts en tête desquels il va y avoir des éoliennes et en tête desquels on va pouvoir produire de l'électricité. Le sujet sur lequel moi je travaille aujourd'hui a pour vertu de ne pas encore être trop critiqué parce que on fait des installations comme ça entre 15 et 20 km de la côte, donc ça se voit pas. On n'est pas dans la gêne vis-à-vis des riverains, pas vis-à-vis des pêcheurs, pas vis-à-vis des bateaux de commerce. On s'est localisé ça pratiquement comme un phare ou comme une bouée flottante ou comme un yard offshore classique. L'enjeu pour nous, c'est quoi? C'est de regarder comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour fabriquer en France et exporter ces objets-là vers des pays qui d'habitude sont ceux qui exportent vers la France. Je suis désolé, mais le développement d'énergie comme celle-là, moi je le vois bien vers les Philippines, vers l'Indonésie, vers des pays qui ont une face tournée avec des vents qui n'amènent pas de cyclones ou de cataclysmes climatiques, peut-être sur certaines côtes africaines. L'idée au niveau des affaires internationales aujourd'hui, c'est quand même de regarder comment est-ce qu'on peut trouver du boulot pour nos usines. Je pense qu'il y a un outil qui n'est pas un outil magique, mais pourrait se greffer en plus de nos capacités d'ingénierie et de nos capacités de production, qui est celle du crédit acheteur. Et surtout, l'outil extraordinaire à rajouter à ça, c'est celui du crédit, de l'assurance crédit export mise en place par BPI. Oui. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les acteurs, qu'ils soient privés ou surtout qu'ils soient publics, quand ils sont dans ces pays-là, faut le dire, des pays en voie d'équipement, cherchent des sources de financement. Et chercher des sources de financement, c'est beaucoup plus facile quand vous avez un gouvernement ami qui garantit que vous allez bien rembourser la banque qui va financer l'objet que l'entreprise française va lui proposer. Et je pense qu'il y a un travail important à faire vis-à-vis de Bercy pour expliquer qu'il y a une véritable potentialité pour créer une filière française de l'éolienne offshore flottante. Il y a des capacités d'infrastructure fortes en France, vers Dunkerque. Pour la nouvelle où on est installé,
grâce aux investissements colossaux qu'a fait la région Occitanie pour permettre de mettre en place des plateformes pour construire des objets comme ça, qui font 3-4 000 tonnes chacune. Fos-sur-Mer aussi, mes collègues, néanmoins concurrents, mais une société extrêmement compétente qui était Fage saurait faire ça aussi. Je pense qu'il faut absolument qu'on raisonne nos interventions à l'étranger, nos interventions d'exportation, avec la notion de crédit acheteur, qui pourrait tout à fait se coupler avec vous, messieurs, au niveau de ce que vous amenez comme ingénierie, là, cette fois-ci financière. Parce que, encore une fois, c'est pas l'alpha, l'oméga de tout, mais c'est la base sans laquelle le financement, rien ne se fait. Mais aussi, j'ose le dire, à partir du moment où vous allez voir un client en lui amenant le financement, il ne regarde pas de la même façon le niveau de prix de votre offre. Et ça vous met dans un contexte différent de la concurrence pure et dure contre l'Espagnol qui en sous-traite une partie en Chine, le Portugais qui fait la même chose, ou le Hollandais qui sous-traite en Pologne. Voilà. Donc, franchement, il y a une piste, à mon sens, à explorer, et ça, c'est peut-être au niveau de l'ensemble des acteurs de la profession qu'on devrait avoir une démarche conjointe, par exemple, par rapport au service de Mme Pannier-Runacher. Et est-ce que vous voyez, effectivement, Philippe, vous n'étiez pas là lors de la préparation, mais vous avez tous évoqué ces sujets de financement. On va y revenir plus tard, mais est-ce que vraiment vous rencontrez, vous l'évoquez, ça veut dire que vous trouvez que c'est pas assez fluide, vous trouvez que les conditions, probablement d'ailleurs de contenu national, pour avoir été, moi, dans les télécoms et avoir essayé d'exporter en Afrique, on avait des grands débats sur d'où viennent l'origine de... Est-ce que vraiment c'est... Bon, les éoliennes, ok, mais les panneaux photovoltaïques ne sont pas toujours fabriqués en France. Donc, est-ce que c'est justement les conditions que mettent BPI à ces contenus nationaux qui est trop drastique, ou qu'est-ce qui fait que ce n'est pas assez fluide et que c'est pas encore assez développé, que ce qu'on vous demande comme condition, que ce qu'on pourrait faire de plus sur ces crédits acheteurs? Alors, madame Philippe Mathière, qui a pris la parole là, oui. Franchement, aujourd'hui, la manière dont les services de BPI abordent les parts françaises sont beaucoup plus souples, c'est n'importe quoi, beaucoup plus souples qu'il y a quelques années. Beaucoup plus. Alors, je parle encore une fois de ce que je connais, c'est-à-dire le sujet des fabrications françaises. Aujourd'hui, il y a un seuil qui est 60%. Je ne dis pas que si vous arrivez avec 40%, vous ne ferez pas acheter, mais je vous dis que si ce n'est pas 60% pile, on discute et on regarde les retombées à l'amont, les retombées latérales, encore une fois, dans la notion de filière. Il y a une compréhension de la notion de filière aujourd'hui à Bercy qu'il n'y avait pas il y a une quinzaine d'années quand j'ai commencé dans ce métier par les ponts. Bon. Après, sur le sujet du photovoltaïque, là je ne peux pas parler parce que je ne connais pas suffisamment ce métier-là. Je vais laisser la parole à Gilles ou à Alexandre qui, eux, pratiquent ça tous les jours. Sur les sujets de financement, en réalité, il y a deux typologies d'acteurs. Il y a les entreprises comme Matière qui fabriquent et qui vendent leur fabrication, leurs produits à l'export. Il y a d'autres acteurs comme Care, comme Innovant aussi, comme nous, dont le métier est de vendre de l'énergie. On vend du kilowattheure. Et là, en réalité, les besoins sont différents. Quand on vend un produit, il est vendu et ensuite, effectivement, ça s'accompagne d'un financement qui est remboursé sur plusieurs années. Nous, on fait construire et ensuite, on vend de l'énergie pendant 20 à 25 ans aux États ou aux entreprises privées qui l'achètent. Et effectivement, ces deux acteurs-là n'ont pas tout à fait les mêmes besoins. Nous, la part française, on va pas mettre en place un crédit export. On n'a pas de part française. On achète effectivement nos panneaux en Chine parce qu'il y a quasiment plus de fabricants de panneaux en Europe. Bien sûr. Voilà, donc sauf les États-Unis qui maintiennent des barrières protectionnistes, mais comme on ne le fait pas en Europe, on n'a plus d'industrie photovoltaïque. Et donc, en revanche, on a besoin qu'est-ce que vous rendez de l'ingénierie? Qu'est-ce qui est français, à part votre ingénierie, c'est ça, votre savoir-faire? L'ingénierie, les capitaux, la maîtrise d'œuvre, oui.
Hein, l'opération maintenance par la suite. Et l'opération maintenance, effectivement, qui est faite localement, mais avec. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis certains équipements, quand même. Un peu de les matériel qui peut être. Oui. Il y a quand même un peu de matériel qui peut être trouvé en France, mais effectivement, c'est pas la grosse partie du CAPEX du projet. Non, c'est pas la grosse partie, mais tout ce qui est structure, tracker, câble et certains onduleurs, on peut les trouver en Europe. Après, effectivement, la concurrence est, la concurrence est rude de la part de l'Asie même sur ces produits-là. Donc nous en réalité, on met pas en place des crédits export. Alors, c'est justement le sujet d'après, c'est... Oui. On met en place des financements qui sont à risque sur ces pays, sur ces États, et qui sont mis en place par des banques de développement. Donc c'est un peu différent de ce que fait BPI à l'export, hein, même s'ils réfléchissent à trouver une forme de guichet unique où on pourrait mélanger crédit export, financement de projet, voilà. Mais ça je crois que c'est encore en réflexion chez BPI et ça ne va pas être nécessairement simple à mettre en œuvre. Si je peux me permettre, je crois que BPI a aussi vraiment avancé là-dessus et a maintenant une filière même financement de projet. D'ailleurs, on est en conversation avec eux sur un projet en Namibie. Alors c'est vrai qu'il y a toujours une part française à amener pour ce projet, mais en tout cas, BPI travaille vraiment sur ces solutions et essaye de trouver les solutions pour nous accompagner à l'export. Ouais. Et pour revenir un peu sur l'environnement des banques de développement, je pense que tout n'est pas parfait, mais il y a déjà un point, c'est qu'elles existent et qu'elles sont actives dans les pays, notamment en Afrique, mais également en Asie, et donc qui accompagnent vraiment les développeurs européens au sens large. Et donc, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de problème de financement sur l'Afrique, il y a des problèmes de projets, un manque de projets, ce qui peut parfois générer un peu de frustration. Et effectivement, si on rentre dans le détail du financement... Vous pouvez être plus spécifique du problème de projet, Alexandre, c'est la façon dont les appels sont montés. C'est quoi les problèmes de projet? Je pense qu'il y a un problème qui est très majeur à la fois d'un point de vue infrastructure en Afrique. Nous, on est sur des projets de taille assez moyenne, alors qui se compareraient bien par rapport à des projets en France, mais assez mal par rapport à d'autres projets dans d'autres pays en développement, mais aussi parce que les réseaux africains ne sont pas capables de l'encaisser pour l'instant, et aussi parce qu'il y a développer un projet, notamment en Afrique ou dans d'autres pays, c'est long, ça prend du temps. Ça demande de la patience et ça se joue, c'est un vrai marathon, hein. C'est depuis la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée et chaque mètre est difficile à passer. Je reviens un peu sur le financement. Donc en quoi est-ce que vous pouvez avoir de l'aide pour ça, juste avant de terminer? Le financement, vous avez dit que ce n'est pas tant un problème de financement, c'est un problème de projet. Quelles solutions peuvent être trouvées justement pour streamliner un peu et comme appui sur ces projets? L'éducation à un certain nombre, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire au design d'appel à projet qui soit moins compétitif, c'est quoi? Alors, moi, je pense que dans la vague de la COP21, enfin, en tout cas, c'est un peu mon analyse, dans la vague de la COP21, il y a eu beaucoup d'éducation qui ont été faits auprès des différents gouvernements dans tous les pays en voie de développement qui demandaient de l'aide, et notamment en Afrique. Donc, cette éducation elle a été faite. Après, il ne faut pas oublier qu'on change un certain nombre de mentalités, notamment souvent chez les off-takers publics, pas tant dans les ministères qui ont bien compris l'intérêt du solaire, mais chez les off-takers publics, il faut aussi se dire que souvent, on va vendre du solaire à des gens qui achètent du pétrole des années et qui sont très contents comme ça. Donc ça demande un changement de mentalité, donc ça demande aussi de la pédagogie. Mais aujourd'hui, je pense que ce travail-là, il a été fait. Moi, ce qui me semblerait intéressant, c'est un meilleur embriquement entre les actions par les banques de développement, mais pas forcément les banques de développement, les agences de développement comme l'AFD, la Banque mondiale, et les objectifs des développeurs privés comme nous. C'est-à-dire, nous, ce qu'on va dire, c'est qu'on ne peut pas faire de grands projets parce qu'il y a un manque de réseau ou parce que pour que ce soit vraiment bien intégré dans les réseaux de ces pays, il faudrait qu'on ait des batteries. Or, si on met du battery storage aujourd'hui sur notre projet, ça va rehausser le prix. Or, aujourd'hui, pour le coup, et ça c'est une réalité, tous les gouvernements veulent des prix bas, ils sont en compétition les uns contre les autres, et comme ils se parlent tous, dès qu'il y en a un qui sort un prix bas, l'autre veut avoir un prix encore plus bas. Donc, cette compétition-là, c'est difficile de pouvoir leur apporter la qualité dont ils auraient probablement besoin.
Or, si les agences de développement, plutôt que de parfois offrir des centrales, c'est-à-dire en payant les centrales à travers des donations à des pays comme nous on a pu le voir au Burkina Faso, mais aussi dans d'autres pays comme le Niger et ailleurs, si au lieu de payer les centrales, c'est-à-dire empiéter un peu sur notre plate-bande, si plutôt elles se focalisaient vraiment sur le renforcement du réseau, voire nous aider à compléter nos centrales avec des batteries storage, je pense que c'est beaucoup plus efficace pour aller très vite. Il y a d'autres points qui parfois impactent vraiment le développement d'un marché. Je prends notamment l'exemple du Scaling Solar, qui est un appel d'offres lancé par l'IFC, qui est une agence de la Banque mondiale, qui organise un appel d'offres très compétitif, parfois sur des grandes centrales. Le problème, c'est que c'est un process qui prend 3 à 4 ans au total, voire beaucoup plus en attendant la mise en service. Et souvent, pendant qu'il y a cet appel d'offres, il ne se passe rien d'autre dans le pays, puisque on va dire que cet appel d'offres aura une valeur de test. Donc c'est incroyable l'impact que ça a, parce que pendant 3-4 ans... Ce que vous êtes en train de dénoncer, c'est des appels d'offres mal ficelés par les agences de développement, c'est ça? En gros, c'est ça. Je sais pas si c'est mal ficelé, mais en tout cas, c'est mal pensé. Il y a enfin, faut quand même mettre les points sur les i. L'appel d'offres organisé par l'IFC, dont parle Alexandre, et bénéficie de financements concessionnels, dont les projets traditionnels ne bénéficient pas. Donc il y a une distorsion de concurrence organisée sciemment, afin effectivement d'indiquer que les appels d'offres qui sont organisés dans ce cadre-là arrivent à des tarifs plus compétitifs que les appels d'offres organisés par les gouvernements. Donc effectivement, là-dessus, il y a un problème, parce que derrière, je crois qu'il faut pas raconter l'histoire aux pays, aux gouvernements étrangers. Faire de l'énergie, ça a un coût qui dépend de son niveau d'irradiation, de son risque pays. On peut faire des appels d'offres hyper bien structurés. Le Burkina restera un pays avec des gros problèmes de terrorisme dans les années qui viennent. Je crois qu'il ne faut pas se mentir, et il ne faut pas espérer avoir des taux, des coûts de financement qu'on voit dans la région Occitanie. C'est pas vrai. Au Burkina, oui, c'est dangereux. Oui, il y a un coût qui est lié à la sécurité. Et donc, ça, il faut l'accepter, il faut l'assumer, il faut que les pays en soient conscients. Et il ne faut pas que les banques de développement, effectivement, laissent miroiter des tarifs extrêmement bas, et qui d'ailleurs, au passage, ne tiennent pas compte non plus des réalités industrielles derrière. Aujourd'hui, on voit une remontée des prix des panneaux solaires qui met un certain nombre de projets en péril. À trop tirer des tarifs, on ne peut pas les tenir sur une durée longue. Et quand les panneaux solaires remontent, parce qu'on ne peut pas commander des panneaux solaires plus de 15 jours à l'avance, parce qu'on est maintenant dépendant des Chinois sur les panneaux solaires. Voilà. Après avoir fait du dumping, ils se produisent également dans les télécoms. Vous savez, j'ai bien connu l'Afrique des télécoms, où on a été les naïfs du village global. Hein. Donc, donc, si vous voulez, les tarifs sont tirés. Il n'y a plus de provision, il n'y a plus de flexibilité, il n'y a plus de marge. Et à la première remontée du prix des panneaux solaires, tout ça crache. Et on a perdu 3 ans. Donc, effectivement, là-dessus. J'ai quelques questions. Voilà. Je voudrais vous poser une question sur les. Alors, on voit bien que vous voulez faire appel à des financements, notamment des financements d'agences françaises, et notamment la BPI, je vois quelques commentaires sur le chat qui disent oui, mais les panneaux solaires sont chinois, quelle est la valeur ajoutée? Donc je pense que c'est le design, le savoir-faire, etc. Mais enfin, il faut quand même voir quelle est la valeur ajoutée française dans tout ça. On reviendra dessus. Par contre, quelle est la distorsion de concurrence que vous voyez? Est-ce que vous rencontrez, parce que c'est super qu'on ait là des développeurs, on a un panel de 4 développeurs et industriels français qui exportent en Afrique. Est-ce que on a un savoir-faire spécifique qui fait que, ou est-ce que vous rencontrez une concurrence féroce, soit d'autres pays européens, norvégiens, canadiens, européens, espagnols, allemands, soit d'autres pays comme les Canadiens, soit même des Chinois? Est-ce que vous êtes confronté, là encore, un peu mon expérience, à une concurrence déloyale, notamment de la Chine ou notamment d'autres pays? Et donc, voilà. Est-ce que certains d'entre vous veulent s'exprimer là-dessus? Parce que justement, l'Afrique, l'export, c'est un domaine où il y a des distorsions de concurrence, puisque on agit sur des territoires où on est moins. Voilà. Alors oui, bien sûr, la concurrence, elle est mondiale. Il y a plusieurs types d'acteurs, et le fait d'être français a
a des avantages et des inconvénients comme partout. Un des avantages, indéniablement, c'est vis-à-vis des autres pays francophones. On a une proximité linguistique, culturelle, la fiscalité bien souvent et le droit sont inspirés de ce qu'on trouve en France. Et donc, c'est plus facile pour nous, acteurs français, d'évoluer dans ces pays francophones. Donc ça c'est vrai que c'est un atout indéniable et je pense qu'il faut le cultiver parce qu'on a une façon de travailler qui est la même en fait, qu'on retrouve un peu dans ces pays-là. Après, il y a aussi des inconvénients, c'est-à-dire qu'être français, on est soumis, ou quand on mobilise des financements internationaux, on est soumis à des exigences environnementales et sociales qui sont très fortes. Ça veut dire, évidemment, tout le monde a un contrat de travail, ça veut dire pas de corruption, ça veut dire qu'on est attentif aux impacts environnementaux, etc. C'est très bien, évidemment, et nous, on est tout à fait pour et tout à fait volontaires. En revanche, malheureusement, tous les acteurs et tous nos concurrents étrangers ne sont pas soumis à ces mêmes contraintes, à ces mêmes critères. Et effectivement, on retrouve de la distorsion de concurrence par certains acteurs qui, effectivement, n'ont pas forcément le souci de l'emploi local, n'ont pas forcément le souci des compensations environnementales, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un sujet qu'on voit. Néanmoins, on pense que ça vaut la peine de se battre parce qu'on a le sentiment que ces contraintes qui nous sont imposées par les bailleurs internationaux et par le fait qu'on est des entreprises françaises, c'est bénéfique, ça va dans le bon sens quand même. Et donc voilà, on n'a pas du tout envie de lâcher là-dessus. En revanche, il faut savoir que tous les acteurs, tous nos concurrents n'ont pas les mêmes exigences. Ouais, pour rebondir sur ce que dit Gilles, je pense qu'on a un avantage très clair en tant que développeur français, c'est qu'on a l'habitude du marché français qui est extrêmement compliqué. Et nous développer, c'est très très compliqué. Et en fait, quand on part dans des pays comme l'Afrique où c'est également compliqué, finalement, nous, on a déjà l'habitude par rapport à d'autres développeurs. On sait que ça prend du temps, on sait être patient et on sait développer et prendre en compte le local. Et le local, c'est extrêmement important en Afrique, mais en France. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur certains chantiers offshore, on n'est pas étonné quand on voit que le porteur de projet est étranger. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de gérer le local. Et c'est ce qu'on trouve nous aussi en Afrique, ce que disait Gilles, il a complètement raison. Parfois, il y a des gens qui sont arrivés, alors en schématisant un peu, donc je ne donnerai pas de nom de pays, mais ils sont arrivés avec une valise de billets, ils ont le droit de construire un endroit, mais ils ont complètement oublié les populations locales, et du coup, le projet ne peut pas survivre, parce qu'ils n'ont pas pris en compte le local. Et c'est là où c'est notre avantage en tant que nous, développeurs français. Bon, déjà, on n'a pas besoin de sortir une valise de billets, parce qu'en plus, on ne peut pas le faire. Donc déjà, c'est pas sur la table. Donc on sait qu'il faut prendre soin des gens qui sont en local. Et je pense que c'est vraiment tout à notre honneur. Et c'est là aussi où le financement par les banques de développement est très vertueux. On fait vraiment du développement social et environnemental. On aide les pays à se développer en mettant les standards vers le haut. Et je pense que c'est notre savoir-faire qui nous permet d'y arriver. Et c'est un vrai avantage. À condition qu'on y arrive et qu'on arrive à barrer les financements un petit peu. Enfin, là encore, je fais un parallèle avec ce que moi j'ai vécu dans les télécoms, avec l'export en Afrique, où effectivement, on n'était absolument pas compétitif contre les réponses des appels d'offres chinois à cause d'abord des financements de Exim Bank, de Channel Development Bank, qui après, ce que vous racontez, les valises de billets, les charters de filles, et les travailleurs. Les travailleurs, ne parlons pas publiquement, disons, non payés, comme ce n'était pas des recours de justice qui construisaient les réseaux de télécom dans les swamps africains. Voilà ce que j'ai vu. Donc, et ça, il faut que. Mais je pense que peut-être que c'est un peu révolu et que j'espère, et que c'est quelque chose qu'on voyait il y a 10 ans. En revanche, je voulais sur le financement. Dans les infrastructures, en fait, il y a quand même énormément de liquidités. Vous parlez beaucoup de financement public, vous parlez de crédit export, de soutien à des pays, donc de crédit public. Il y a beaucoup d'épargne privée. Et en tout cas, même sur l'offshore wind, il y a énormément de fonds, de pensions, de fonds d'infra qui cherchent à s'investir. Alors, c'est peut-être des projets peut-être plus importants, mais en tout cas, moi qui suis maintenant chez Total, il y a beaucoup de nos projets de renouvelables où nous co-investissons à côté de fonds et d'importantes fonds privés ou de fonds d'infrastructures privés ou semi-publics. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez d'intéressant de se développer, notamment peut-être pour M. Mathière dans l'offshore wind, parce que là c'est des montants très importants, ou est-ce que c'est trop tôt en Afrique pour ça?
Là, je pense qu'on touche à un point intéressant parce que c'est à mon sens là où il y a aujourd'hui un trou dans la raquette. Pourquoi? Je prends un exemple qui est très clair, c'est-à-dire tous les fonds d'infrastructure européens, américains, enfin très européens en tout cas aujourd'hui, parlent de RSE, de ESG, mais surtout, on veut faire ça, mais pas en dehors de l'Union européenne, parce que nos fonds, c'est des fonds de pension, c'est ultra sécurisé. Moi, je trouve ça toujours un peu bizarre, parce que si on a en tête vraiment des objectifs RSE importants, et notamment le changement climatique il se fait au niveau mondial. Donc vouloir aider ou combattre le réchauffement climatique, mais en se focalisant sur l'Europe, me paraît un peu limité. L'autre point, évidemment, c'est qu'on manque peut-être d'outils en France. Alors il me semblait qu'à un moment BPI avait eu cette idée, mais je sais notamment en Hollande, me semble-t-il, il y a un fonds qui existe, qui est un fonds d'épargne pour les particuliers hollandais. Et donc, c'est 75% des fonds sont investis en Europe et 25% sont investis dans les pays en développement pour supporter le développement. Et moi, je pense qu'il y a une demande aujourd'hui, une vraie demande, parce que les citoyens en France, si on regarde l'essor du financement participatif, ils ont un vrai intérêt à aller financer des projets tangibles pour supporter le développement. Et je pense que l'international pourrait les aider. Aujourd'hui, quels sont les freins? Évidemment, un pays comme la France, laisser investir un particulier dans un projet risqué, en dehors un peu de la France déjà, et en dehors d'un cadre très réglementé, c'est très compliqué. Mais le participatif, on sait, en fin d'année, va s'ouvrir à toute l'Europe grâce à une directive européenne, donc ce sera un premier pas. Il y a d'autres moyens un peu détournés de pouvoir laisser un peu les gens investir, et je pense qu'il y aurait un vrai intérêt français pour supporter ce développement international. Je pense d'ailleurs Innovant a déjà fait des j'allais justement intervenir là-dessus. C'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec du financement participatif. Faute de financement local en Afrique, on travaille beaucoup avec notamment l'Endosphère. Et effectivement, on a déjà proposé sur cette plateforme plusieurs financements de projets en Afrique. Donc, toujours en passant par Innovant en France, parce qu'on est obligé légalement. Et c'est aussi plus sécurisant, je pense, pour les particuliers. Et il y a un réel appétit des particuliers. À chaque fois qu'on fait des demandes de financement, les particuliers participent pleinement à ce financement. On n'a jamais eu un financement qui n'est pas allé au bout, en fait. D'accord, oui, donc ça c'est une... Oui, monsieur Maquier. En ce qui concerne effectivement ma part d'industrie, le petit créneau sur lequel se positionne l'entreprise, mais pas que, Ponticelli en France, FH il le fait aussi. Vous savez, bien sûr que le recours à des fonds à côté des investisseurs institutionnels mondiaux serait important, mais encore une fois, je pense que le recours à des crédits bancaires classiques, à partir du moment où ils seraient adossés à une garantie d'État apportée par la France au travers de l'assurance export crédit mise en place par BPI, croyez-moi, ça en intéresserait du monde. Parce que il y a des besoins qui sont très, 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 très urgents. Et encore une fois, vous avez des pays qui, regardez le Gabon à l'heure actuelle, regardez même le Cameroun qui sait pendant un moment a eu des comportements vis-à-vis de ses fournisseurs, on va dire un peu limite, tellement limite qu'aujourd'hui il n'a plus de fournisseurs, en tout cas dans le domaine des infrastructures. Eh bien, aujourd'hui, ils sont désendettés dans des proportions telles que ils peuvent à nouveau procéder, sous contrôle FMI bien sûr, à des signatures de contrats d'emprunt. Moi, je pense que le domaine de l'énergie verte, surtout que les banques aujourd'hui veulent absolument financer ce genre d'industrie, c'est un recours peut-être pas aussi intéressant, mais pour certains pays qui est plus rapide et qui est vraiment relevant du domaine de l'urgence. Je pense que discuter avec les services de Madame Assinapi, par exemple, de la Société Générale, ça c'est un discours qu'elle est tout à fait enclin à accompagner de propositions tangibles, rapides et concrètes. Mais ça veut dire, Monsieur Massier, ça veut dire quand même que c'est pas fait quand vous dites le recours, parce qu'on a l'impression que donc ou pas. Non, parce que dans l'énergie on n'y pense pas. Vraiment... Et pourquoi? Dans l'énergie, on n'y pense pas. Parce que, par différence avec un autre métier qui est celui que je pratique, mon métier d'origine, celui de la construction d'infrastructures, financer une route, financer un pont, financer, y compris un pont à péage d'ailleurs, parce qu'il y en a quelques-uns, une autoroute, il y en a quelques-unes en Afrique, au Sénégal par exemple, on pense immédiatement à des crédits bancaires, on va dire classiques. Pas forcément dans le domaine de l'énergie. On va chercher parce que justement, on est au début de la filière, de cette filière salvatrice et raisonnée qui est celle des énergies vertes. Des énergies vertes, il y en a plusieurs. Il n'y a pas le réflexe. Il
n'y a pas le réflexe. Et pas le réflexe ou c'est une secteur, c'est lié à. D'accord, donc ça c'est une évolution réglementaire, enfin une évolution des modes de fonctionnement peut-être de l'assurance crédit, oui, que l'on pourrait envisager. Est-ce que c'est un manque de réflexe ou c'est une peur est-ce que c'est encore une histoire de, je sais pas, de contenu local ou de... Non, madame, je pense tout simplement que c'est vraiment une industrie qui se développe et que il faut emmener les banquiers avec nous. Et en ce qui concerne, encore une fois, j'ai aucune action chez eux et ce ne sont pas les banquiers principaux, mais la Société Générale, là-dessus, était extrêmement partenaire de projets comme ceci. Un des problèmes qu'on voit, c'est une distorsion importante entre la perception du risque et le risque réel. Si on prend l'exemple du solaire, les projets d'infrastructure en Afrique ont un taux de défaut inférieur à 1%. Inférieur à 1%. Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils sont financés, effectivement, ils sont portés, encadrés par des banques de développement auprès de pays qui sont sous tutelle du FMI. Donc ils doivent payer, ils n'ont pas le choix, ils doivent payer. Et finalement, à bien y regarder, c'est compliqué à mettre en œuvre, Alexandre l'a bien dit. En revanche, une fois que c'est sur les rails, finalement, le risque qu'on ait des comportements comme celui de l'État français qui remet en cause les contrats passés, on ne l'a pas en Afrique. On ne l'a pas parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'agir comme ça vis-à-vis de la Banque mondiale ou du FMI. On ne l'a pas encore. Non, mais il y a quelques années. Ils ont quand même ils ont quelques années, peut-être. Nous, ça fait quelques années d'avance sur eux, et donc, voilà. On l'a pas encore. Mais, oui, je pense pas. Et par ailleurs. Si on a l'assurance d'avoir une sûreté réglementaire sur le long terme aussi forte, je ne sais pas. C'est vrai que c'est. Alors, on l'a quand même pas mal. Enfin, en tout cas, on a des contrats qui sont assez bien sécurisés, soutenus par des bailleurs internationaux. Donc, il y aura peut-être des accidents. Ce qui est vrai, c'est que ce qui se produit en France, qui s'est produit en Italie il y a quelques années, en fait, moi, je n'ai pas d'exemple en Afrique. Et par ailleurs, on est aussi diversifié sur plusieurs pays. Pas oublier, c'est-à-dire que quand bien même, alors évidemment, il y a d'autres types de risques. Au Burkina, au Mali, en ce moment, on voit bien que le risque principal, c'est pas tout à fait celui d'une remise en cause du tarif dans quelques années, c'est plutôt le risque qu'on ait une centrale qui disparaisse ou un gouvernement qui disparaisse. Donc effectivement, il y a d'autres. Voilà. En revanche, il y a aussi des moyens de protection assez forts. Il y a des assurances politiques privées ou auprès de la Banque mondiale. Donc on sait aussi structurer ces risques afin de protéger les investissements. Ok. J'ai une question là qui nous est posée dans le chat pour Monsieur Mathière. Est-ce que la sensibilité aux enjeux environnementaux est telle que vous avez déjà commencé à croiser les mêmes critiques que l'on peut rencontrer que dans nos géographies sur l'éolien, sur le bilan carbone de l'éolienne, etc. Non, du tout. Absolument pas. Absolument pas. Autant nous, on n'a jamais voulu s'engager sur la construction d'éoliennes terrestres et même plantées pour la raison que vous venez d'évoquer. On rappelle qu'on a repris Français il y a 3 ans et la première chose qu'on a fait l'usine Français au Creusot, c'était de la transformer pour y faire des ponts modulaires. Mais oui. À la fois parce qu'il n'y a plus le marché en France et à la fois parce que la concurrence venant de pays à bas coût de manœuvre n'est pas tenable. Mais par contre, quand vous allez installer des engins comme des éoliennes offshore flottantes à 15 km de la côte, la problématique n'est pas la même. Alors attention, nous on n'est pas opérateur, on est constructeur. On est un des maillons de la chaîne qui amène à la production d'électricité, qui est ramenée à terre par un gros câble, etc. Mais là, je parle sous contrôle de mon voisin et néanmoins client en Caire. Je peux vous garantir que les précautions qui sont prises pour valider les endroits où les éoliennes offshore flottantes vont être installées, ça n'a rien à envier à celles qui sont prises pour de l'éolien planté. Et au contraire, c'est pas posé là et laisser flotter. Non, c'est bien plus difficile et bien plus long que ça. Mais il n'y a pas la contrainte environnementale aussi forte. Et pour l'instant, c'est quand même quelque chose qui est un plus, si je me rappelle des études de marketing, un plus produit par rapport à ce qu'on peut avoir comme difficulté lorsqu'on veut faire du planté
coût du terrestre est plus atteignable, à mon avis, aujourd'hui. Et une des questions intéressantes qu'on avait évoquées quand on avait préparé, c'est que l'un d'entre vous avait évoqué la valorisation grâce au crédit carbone pour les entreprises qui ont recours en fait aux solutions de solaire ou éoliennes. Alors c'est quelque chose encore de naissant probablement, mais est-ce que c'est quelque chose d'avenir? Est-ce que vous le voyez? Vous aviez dit, j'ai vu des entreprises, notamment norvégiennes, faire ça, financer une partie par des crédits carbone. Oui, alors sur l'ensemble de nos projets, effectivement, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient remplacer ou on vient mettre des centrales solaires là où, si on laissait faire, en fait, ça serait des centrales thermiques. Charbon, fuel, lourd dans le meilleur des cas. Voilà. Déplacer des énergies fossiles. Ouais. Voilà. Et donc, en réalité, on est capable éligible à des crédits carbone. C'est éligible à des crédits carbone. On est capable, effectivement, de faire quantifier et certifier les tonnes de CO2 que ces projets économisent. Et ces tonnes de CO2 peuvent être vendues sur les marchés. Donc, on fait ça avec Aera Group, qui est bien connu du MEDEF et qui fait ça très très bien, qui est capable de valoriser la tonne de CO2 qu'on évite. Voilà. Après, là où on voit, alors d'une part, c'est une source de financement aujourd'hui qui reste mineure par rapport au crédit bancaire qu'on est obligé de mobiliser. Le marché carbone ne nous permet pas de financer de façon significative nos centrales avec les crédits économisés. Mais néanmoins, effectivement, il y a un potentiel. On voit que les marchés remontent, la tonne se valorise, ce qui est plutôt une bonne chose. Et donc, bien évidemment, nous, on voit ça comme étant une source de financement potentiel à l'avenir. Alors, effectivement, après, ça peut donner lieu à un certain jeu de certains de nos concurrents. On a effectivement un concurrent norvégien qui arrive à vendre ses crédits carbone à l'État norvégien à des prix défiant toute concurrence et complètement décorrélés du marché. Donc, effectivement, ça fait partie du jeu qu'utilisent certains États pour promouvoir leurs sponsors. Je ne suis pas sûr qu'on arrivera à faire avaler ça à Bercy, malheureusement. Mais voilà. En revanche, ce qu'on peut essayer de promouvoir auprès des autorités françaises néanmoins, c'est l'importance de ces marchés carbone et le fait qu'ils peuvent à terme financer une part substantielle. Une petite partie, oui, c'est ça. Il faut qu'ils se structurent. Voilà. Qui se structurent, enfin, c'est des marchés volontaires, là, du carbone, c'est pas des marchés réglementés, donc c'est encore un peu fragile, mais il y a quelque chose peut-être à faire pour essayer de mieux structurer ça, tout à fait. Tout à fait, je pense que c'est important aussi de considérer l'apport des développeurs français dans la décarbonation du reste du monde. Oui. Je crois qu'on doit conclure. Oui, je crois qu'on arrive au bout de notre table ronde. Alors, j'ai noté un certain nombre peut-être juste un petit mot de la fin pour chacun d'entre vous, si vous voulez ajouter quelque chose. Moi, j'ai noté, en fait, sur les améliorations, donc, faire attention à la façon dont les appels d'offres sont libellés, sur les critères, avoir davantage recours, moins frileux sur le recours au crédit bancaire et l'assurance adossée à une assurance crédit État. Ça, c'est une matière donc, pour aider. Éventuellement structurer la finance carbone. Est-ce que vous avez d'autres? Est-ce que là, peut-être un petit tour de table rapide, si vous avez quelque chose, un regret ou quelque chose que vous n'avez pas évoqué ou que vous souhaiteriez suggérer, appuyer au développement. Oui, Gilles. Une précision peut-être, le syndicat des énergies renouvelables, le CER français, oui, le CER, oui. Voilà, a des groupes de travail sur l'export et sur le financement notamment. Et donc, il y a des propositions qui sont faites régulièrement à BPI, à Bercy, sur comment aider la filière française. Donc, les acteurs des énergies renouvelables français ont également une voix qui porte via le CER auprès des pouvoirs publics. Ok, c'est un bon point. Alexandre, Arnaud, Monsieur Mathieu, oui. On parle beaucoup de ce qu'on doit faire, mais je pense qu'il faut être conscient qu'il y a beaucoup de choses. C'est une industrie qui se structure très fortement. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites et le chemin est long, mais en tout cas, à mon sens, c'est en bonne voie. Moi, je dirais même que dans un métier qui est en train de se structurer, comme de dire Alexandre à l'instant, je pense qu'il est bon de ne pas oublier les ouvriers français, accessoirement leurs patrons, et que, encore une fois, l'aide extraordinaire qui amène par
dit assurance export l'État, peut être une bonne chose pour assurer le renouvellement d'activité d'un certain nombre d'usines de construction métallique en France qui sont quand même fortement impactées par la baisse du marché des infrastructures dans notre pays. Et on remercie aussi le réseau des ambassadeurs, parce qu'on en avait parlé pendant la réunion préparatoire en disant qu'ils sont de plus en plus aidants et bien formés. C'est vrai, ils sont davantage... Bon, là, sur la Made in France et fabrication en France, peut-être que l'éolien et le solaire ne sont pas tout à fait sur le même. Mais je retiens quand même que même dans les projets solaires, il y a une petite partie de fabrication, d'équipement, etc., au-delà du seul savoir-faire et de l'ingénierie. Mais je pense qu'effectivement, dans les éoliennes, vous avez peut-être davantage de contenu français, encore que malheureusement, l'industrie du panneau solaire est un peu absente de notre territoire national. Voilà, merci beaucoup de cette table ronde. On lira avec attention les propositions du CER, effectivement, au ministre et au pouvoir public. Arnaud, peut-être, je n'ai pas passé la parole à Arnaud, si... Non, un dernier mot. Mes collègues ont tout dit et non, et c'est important c'est vrai de préciser que quand même BPI notamment travaille pas mal sur de nouvelles solutions de financement pour toujours nous accompagner. Donc voilà, j'en profite aussi pour les remercier là-dessus. Ok. Bon, merci beaucoup à tous de cette table ronde vivante qui nous a transportés dans des géographies. Et bravo encore à la filière française du développement des développeurs. Et je pense qu'on a encore beaucoup à faire pour soutenir et structurer tout ça. Merci, et merci au MEDEF de nous avoir donné l'occasion d'échanger sur ces